On parle beaucoup de stratégie souvent, on va parler de visibilité, d'offres, de vente, de capacité à passer à son prochain niveau. Mais il y a aussi des plafonds que la stratégie en elle-même ne casse pas. Il y a des entrepreneurs qui sont brillants, compétents, solides, qui ont déjà beaucoup fait dans leur carrière, dans leur vie professionnelle, et pourtant, ils plafonnent encore. Pas parce qu'il manque de talent, pas parce qu'il manque de valeur, mais et pas toujours parce qu'il manque de structure. Alors la vraie question, c'est peut-être celle-ci. Et si ton plafond financier n'était pas d'abord business, il était identitaire et souvent traumatique. Beaucoup d'entrepreneurs puis de leaders, particulièrement afrodescendants, pensent qu'ils ont un problème de clarté ou de discipline ou de constance. Mais en réalité, plusieurs portent surtout ce que j'appelle des charges invisibles, des charges qui affectent leur rapport à l'argent, leur rapport à la valeur, leur rapport à la légitimité, leur capacité à prendre leur place sans se surexpliquer, sans se diminuer, sans se trahir. Et quand on n'arrive pas à voir ça, ça finit par créer justement un plafond invisible mais bien réel. Donc aujourd'hui, je veux mettre justement des mots sur ce plafond. Pas pour te fragiliser, pas pour te mettre dans une posture de victime, mais pour te permettre de mieux te voir. Et peut-être de comprendre aussi enfin que peut-être certains blocages que tu vis, c'est pas juste stratégique. Donc, bienvenue dans Mindset Afro-Magnétique. Ici, on parle pas juste de mindset pour se motiver pendant quelques jours ou puis ensuite retourner dans notre routine puis nos anciens schémas. Non, ici, on parle d'identité, de perception, de posture et de tout ce qui influence vraiment ton niveau de jeu à toi. Parce qu'à un certain niveau, le succès, ça dépend pas seulement de ce que tu sais faire, ça dépend aussi de ce que tu es capable de soutenir intérieurement. Le vrai sujet, c'est pas seulement est-ce que j'ai une bonne stratégie. Le vrai sujet, ça peut être aussi est-ce que mon identité, elle est prête pour le niveau que je dis vouloir? Est-ce que ma posture peut porter plus de visibilité, plus d'argent, plus d'autorité, sans se contracter, sans que j'ai l'impression de devoir me faire petit. Puis, et en fait, cette conversation, je la fais pour des bâtisseurs afrodescendants qui sentent une chose très précise. Je suis capable de plus, je le sais, mais il y a quelque chose que je n'arrive pas encore à nommer. Et si c'est ton cas, ben alors, le live d'aujourd'hui, mais il est pour toi. Je vais te, je vais te raconter un moment de ma vie que j'ai pas toujours été très à l'aise de partager. Donc, je me prénomme Jean-Philippe et j'ai grandi à Montréal, dans un quartier qui s'appelle Côte-des-Neiges. Un quartier très multiculturel, où il y avait mes amis, mes voisins que je côtoyais, ils venaient des quatre coins du monde. Et je pourrais dire que c'était même en majorité. Et pendant une bonne partie de mon enfance, ça m'a donné une certaine impression de normalité. Donc, je savais que j'étais différent, je savais que j'étais noir, bien sûr, mais je n'avais pas encore pleinement mesuré ce que ça voulait dire, justement, d'évoluer dans une société majoritairement blanche, à l'époque, en tant qu'enfant afrodescendant. Puis est venu le secondaire. C'est l'équivalent du lycée. J'ai fréquenté à ce moment-là un collège privé beaucoup moins diversifié. Et là, il y a vraiment quelque chose qui a changé. Le racisme, parce qu'il faut le nommer, n'était plus théorique, c'était plus quelque chose de lointain, il était devenu concret, direct. Et parfois, moi je peux dire, très calme dans sa violence.
Donc, vers l'âge de 15 ans, j'avais vraiment un peu plus de difficultés dans une matière en particulier. Puis, mon professeur, à ce moment-là, avait demandé une rencontre avec mes parents. Je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement mon histoire, moi, je suis d'origine haïtienne et j'ai été adopté très jeune par des parents blancs. C'est comme ça que je suis arrivé à Montréal où j'habite aujourd'hui. Donc, pendant cette rencontre avec mon professeur, ce qu'il a fait, c'est on est assis dans son bureau, euh, moi au milieu, mes deux parents à côté de moi, puis lui à son bureau en face. Il les a regardés avec une expression de pitié. Il leur a expliqué que tout ça vraiment très calmement, que mes difficultés, elles n'étaient pas surprenantes. Parce que selon lui, les enfants noirs ne pouvaient pas réussir au même niveau que les autres élèves de cette école que je fréquentais. Que je n'avais pas le même intellect, pas les mêmes capacités, et qu'au fond, dans le fond, j'étais même chanceux d'être là. Et dans tout ça, le plus violent, c'est pas seulement ce qu'il a dit, c'est le calme avec lequel il le dit, l'assurance, le naturel, comme s'il énonçait un fait, comme si mon destin avait déjà été écrit avant même que j'ai pu même le vivre. Et en fait, ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est installé en moi, un, un programme, un doute persistant, une forme de pression silencieuse. En fait, le programme, si je pourrais le nommer, c'était Jean-Philippe, tu vas devoir courir plus vite pour prouver que tu mérites ta place. Et pendant longtemps, justement, ben, j'ai couru. J'ai couru pour être crédible. J'ai couru pour être irréprochable. J'ai couru pour être reconnu. J'ai vraiment couru pour compenser un jugement que moi, je n'avais jamais vraiment créé. J'ai couru pour être assez, assez bon, assez solide, assez rassurant pour pas trop déranger, assez légitime. Puis le problème avec ce genre de programme, c'est qu'il ne reste pas juste à l'école, il te suit. Il, euh, il entre dans ta posture, dans ton rapport à l'autorité, dans ton rapport à l'argent, dans ta manière de te vendre, dans ta difficulté à prendre pleinement ta place sans devoir constamment te surexpliquer. Pendant longtemps, en fait, je croyais que on peut dire la fatigue que je ressentais, ça venait juste du travail, peut-être de l'ambition que je portais, des responsabilités que j'avais. Mais un jour, j'ai vraiment compris quelque chose de plus profond. J'étais pas seulement fatigué par le travail, j'étais fatigué de porter un jugement, une injonction, je pourrais dire, invisible. Fatigué de devoir prouver, de devoir mériter, fatigué de courir avec un poids qui n'était pas le mien depuis le départ. Puis, ce jour-là, au fond, j'ai commencé à justement arrêter de courir. Pas arrêter d'avancer, définitivement pas arrêter d'être ambitieux, mais arrêter de construire ma vie, mon travail, ma valeur à partir d'une blessure. Donc c'est là que le cœur du live que je veux avoir avec vous commence. Ce que je viens de vous raconter, c'est pas juste un souvenir difficile, c'est pas juste une blessure d'adolescence, c'est un exemple très concret de la manière dont un programme justement invisible peut s'installer en nous et continuer d'influencer notre trajectoire longtemps après. Et c'est aussi là que beaucoup de bâtisseurs se trompent des fois sur leur vrai enjeu. Il y a beaucoup euh, de leaders qui plafonnent pas parce qu'ils manquent de talent, ils ne plafonnent pas parce ils sont des incapables, définitivement pas. Ils ne plafonnent pas toujours parce qu'ils n'ont pas les bonnes stratégies à leur portée. Ils plafonnent souvent parce qu'ils essaient de bâtir grand, mais avec un système intérieur encore organisé autour de la survie. Et ça, c'est vraiment une nuance, je pourrais dire, énorme.
Parce que tu peux avoir, si tu es un entrepreneur, tu peux avoir une bonne offre, de l'expérience, même des preuves de résultats, un réseau autour de toi, même financièrement, tu sais, avoir vraiment des bons résultats, faire plus que 100 000 de revenus, et pourtant continuer à te surexpliquer, à hésiter à assumer tes prix, à te sentir en retard sur où tu devrais être dans ta vie, douter de ta légitimité et tolérer un niveau qui est vraiment en dessous du tien, à te, comme dire, à te faire petit dès qu'il est question de prendre plus de place. Et pourquoi? Parce que ben, ton plafond financier, justement, il n'est pas toujours stratégique. Il est souvent identitaire et parfois traumatique. Donc, autrement dit, c'est pas seulement ce que tu sais faire qui détermine ton prochain niveau, c'est aussi ton système, qu'est-ce qu'il est prêt à porter, sans paniquer, sans s'auto-saboter, sans retourner, comment dire, se cacher dans la surpréparation, la surexplication, le besoin de compenser. Puis ça, beaucoup de gens, malheureusement, ne le voient pas. Ils pensent qu'ils doivent encore faire plus, alors qu'en réalité, ils auraient parfois besoin de regarder plus profond. Donc, si on veut comprendre justement ce plafond invisible, il ne faut pas tout mélanger. Parce que non, tout ne vient pas nécessairement du même endroit. Donc, ce que j'observe, et aussi ce que j'enseigne, c'est qu'il y a trois, trois couches qui se superposent, trois couches qui affectent la perception qu'on a de soi, de notre rapport à l'argent, de notre rapport à la posture et donc de nos résultats. Donc, je prends le temps de te les présenter. On va commencer avec la première couche que j'appelle les blessures héritées. Qu'est-ce que sont les blessures héritées? Ce sont les traumas transmis à travers l'histoire collective qu'on porte en tant que personne afrodescendante. Peut-être pas quelque chose qui te concerne toi dans ta vie maintenant, mais qu'ont porté tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Là, on parle de ce qui a marqué beaucoup l'histoire des afrodescendants sur notre planète. On parle de choses concrètes comme l'esclavage, la colonisation, les assimilations forcées, la dévalorisation répétée de nos langues, de nos cultures, de nos savoirs, des systèmes qui ont créé de l'insécurité économique devenue presque normale. Le fait d'avoir grandi dans des récits où la richesse, le pouvoir, la légitimité, bien, en fait, elle ne nous ressemblait pas. Donc, autrement dit, ce que tu vis, toi, aujourd'hui, n'a pas forcément commencé avec toi. Et ça, c'est important, parce que beaucoup d'afrodescendants essaient de régler des fois tout ça avec de la discipline, des choses qui sont aussi liées à l'histoire, à la mémoire, au système nerveux qu'on a hérité, à la culture. Donc, quand je parle des traumas raciaux, je parle justement de ces blessures héritées, comme de traumas transmis à travers les générations, à la fois culturellement et dans une certaine mesure biologiquement. Euh, une chercheuse américaine, Joy DeGruy-Leary, a beaucoup travaillé sur cette idée avec le concept de ce qu'elle appelle le Post-Traumatic Slave Syndrome. Donc, c'est le syndrome post-traumatique de l'esclavage. Il y a aussi un autre auteur qui s'appelle Naim Akbar, qui lui a vraiment montré comment l'oppression peut produire des chaînes psychologiques invisibles. Puis, moi, la façon que je peux vous le présenter peut-être plus simplement, c'est que beaucoup d'entre nous, on a grandi avec une relation compliquée à l'argent, au succès, à la valeur, pas seulement par manque d'éducation financière, mais à cause d'un héritage de peur, d'insécurité, puis de croyances déformées. Donc, première couche qui dit, tu n'es pas juste en train de gérer ta vie d'une certaine façon, tu es aussi parfois en train de porter cet héritage, des blessures traumatiques héritées.
Donc maintenant, la deuxième couche. La deuxième couche, ce sont les micro-oppressions. Elles viennent du vécu quotidien. Les micro-insultes, les micro-agressions, les micro-invalidations. Ce sont tous des petits messages répétés, parfois subtils, des fois parfois très clairs, comme dans l'histoire que je vous ai partagée durant mon adolescence, mais qui disent tous au fond, tu n'es pas tout à fait à ta place ou tu as encore besoin de prouver. Ça peut prendre des formes banales en apparence. Exemple, ben justement, tu es une personne noire, tu t'exprimes en français, même si tu es issu de l'immigration, par exemple, puis on va te dire, ah, toi, tu parles bien, tu es articulé. On n'imaginait pas le niveau que tu pourrais avoir. Tu es beau, tu es belle, toi, pour une personne noire. Et des phrases comme, tu sais, tout le monde peut réussir s'il travaille fort, comme si les enjeux, les barrières n'existaient pas pour les personnes afrodescendantes. Donc le problème, c'est pas seulement la phrase en elle-même, le problème, c'est l'accumulation. Donc les traumas, justement, on les distingue clairement à travers les trois formes, donc les micro-insultes, les micro-agressions, les micro-invalidations. Et cette partie est essentielle parce que beaucoup d'afrodescendants finissent par minimiser ce qu'ils vivent. Donc, ils vont se dire, ah, c'est rien, je vais passer par-dessus, tu sais, il faut être fort dans la vie pour avancer. Mais à force d'être exposé à des messages qui nous ramènent constamment, subtilement, à une place inférieure, mais non, notre système, notre cerveau, mais il apprend quelque chose. Il apprend à se surveiller, à anticiper, à se protéger. Il y a un auteur qui a travaillé, un auteur-chercheur qui a travaillé là-dessus, qui s'appelle Kobe Cabon, qui a beaucoup travaillé là-dessus en psychologie justement afrocentrée. Donc, c'est l'idée de l'intériorisation de normes imposées qui finissent par influencer profondément le concept qu'on a de nous-mêmes. Puis ça, ensuite, ça déborde justement dans notre vie professionnelle, dans ta business. Donc, c'est là que tu commences à trop préparer, à trop expliquer, à sous-charger tes honoraires, tes services, à chercher à rassurer avant même d'être reconnu. Non pas parce que tu es faible, mais parce qu'une partie de toi a justement appris que justement prendre sa place peut, trop prendre sa place, peut coûter cher. Maintenant, on va aborder la troisième couche. La troisième couche, ça s'appelle les stresseurs raciaux chroniques. C'est celles qui s'installent quand les deux premières, dont je t'ai parlé, elles s'accumulent. Donc, les stresseurs raciaux chroniques. Là, on parle plus seulement d'événements, on parle d'un état psychologique et biologique. C'est un état d'hypervigilance, un besoin de contrôler, la difficulté à lâcher prise, une fatigue nerveuse persistante, la peur d'être visible, la peur d'être jugé, la peur de perdre ce qu'on a mis si longtemps à construire. Donc, à force, ce qui arrive, c'est que ton système, il finit par considérer cet état-là comme normal. C'est là que ça devient dangereux, justement pour ta capacité à croître et à prendre de l'expansion. Parce que quand le stress, justement, il devient familier, mais le calme, il peut presque sembler suspect. Quand, quand lutter constamment, ça devient en fait ton langage du quotidien, la fluidité, ben, elle devient risquée. Donc, justement, ben, les micro-pressions, elles finissent par justement être emmagasinées jusqu'à se transformer en stress chronique, avec des effets psychologiques et physiques bien réels. Donc, à ce moment-là, je pourrais mentionner brièvement le rôle de tout ça de la cortisol, qui gère en fait ton système d'alerte, qui crée, quand elle est trop présente dans ton système nerveux, de l'épuisement justement de ton système nerveux central. Puis, avec tout ça, des impacts
sur la concentration, sur l'anxiété, la dépression, puis les pensées intrusives. Il y a un autre auteur, Nathalie Guterres, qui a écrit un livre qui s'appelle The Pain We Carry, la, la douleur que l'on porte, va justement dans le même sens. Donc, en fait, justement, ces traumas raciaux-là, ça reste pas juste dans nos têtes, ils affectent le corps, les réactions, les comportements et les décisions. Donc, quand un leader me dit, des fois dans des séances qu'on va avoir ensemble, écoute Jean-Philippe, je sais que je peux jouer plus grand, mais il y a quelque chose qui bloque. Des fois aussi, je peux entendre pas seulement un problème de stratégie, j'entends aussi peut-être un système encore trop en alerte, une identité encore qui se fait petit, un rapport à la visibilité encore associé à une certaine forme de danger et une difficulté à, à soutenir intérieurement le niveau qu'il dit vouloir. Et c'est là qu'il faut être honnête. Tu peux inconsciemment saboter l'expansion que toi tu dis vouloir. Pas parce que tu n'en es pas capable, mais parce qu'une partie de toi n'a pas encore appris à se sentir en sécurité. Donc, si je résume, il y a les blessures héritées, il y a les micropressions du quotidien, il y a les stresseurs raciaux chroniques qui finissent par s'installer dans le corps, dans notre posture, dans notre rapport à l'argent, puis à notre valeur. Et tant qu'on ne voit pas ces trois couches, ben, on risque d'interpréter le plafond qu'on ressent comme juste un simple manque de stratégie. Alors qu'en réalité, il y a peut-être quelque chose de plus profond, justement, à traiter. Maintenant, parlons d'argent. Parce que tant qu'on laisse cette conversation qu'on a ensemble juste dans la psychologie, peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, ben, c'est intéressant, mais sans savoir que ça les concerne directement. Alors, quand quelqu'un porte ce type de charge invisible, ça ne se ressent pas que dans la tête. Ça finit toujours par se voir dans sa vie professionnelle puis dans son business. Ça se voit quand tu sous-factures un service qui crée pourtant des vrais résultats. Ça se voit quand tu surcharges ton offre de plein de contenu, de plein de features pour mériter ton prix, comme si la qualité de ton travail ne suffisait jamais à elle seule. Ça se voit quand tu attends encore une validation des autres avant d'être capable, toi, de te positionner, toi, plus haut. Ça se voit quand tu attires constamment des clients qui ne respectent pas ton niveau. Parce qu'au fond, il y a une partie de toi qui n'a pas encore totalement intégré justement ce niveau-là. Ça se voit aussi quand tu fais beaucoup, tu produis, tu réfléchis, tu travailles, tu livres, mais tu incarnes encore trop peu ton autorité. Puis là, je veux être clair aussi, tout ça, c'est pas une critique. Vois ça plutôt comme un diagnostic. Il y a beaucoup d'afrodescendants qui ont intégré très tôt justement des croyances sur leurs valeurs, leurs capacités, leur rapport à l'argent, à la réussite. Et puis ces croyances, elles influencent ensuite leurs pensées, leurs émotions, leurs actions et certainement leurs résultats. Autrement dit, tu vis pas seulement selon ton talent, tu vis aussi selon ce que tu crois être capable, toi, de soutenir. Tu ne vends pas seulement à ton niveau de compétence, tu vends aussi à ton niveau de sécurité intérieure. Et ça, c'est une phrase que beaucoup, je crois, de gens ont besoin d'entendre. Parce que on peut être très compétent et ne pas savoir recevoir pleinement l'abondance, l'argent, la prospérité qui correspond justement à cette compétence-là. On peut être excellent, puis continuer à envoyer des signaux de doute ou du sentiment de se sentir imposteur. Donc, à travers tout ça, il y a une idée importante à comprendre. C'est ce que j'appelle le concept de soi. Le concept de soi, c'est un peu comme un thermostat que tu peux avoir dans ta maison. L'appareil qui te permet de régler la température. Donc, un thermostat, dans le fond, décide quelle température est normale.
Donc, si tu règles, exemple, ton thermostat à 19 degrés, dès que la température dans ta maison, elle monte trop haut, ben, le système va ramener le tout à la température qui avait été sélectionnée. Donc, si il fait trop chaud, ben là, à ce moment-là, c'est ton système de climatisation qui va s'enclencher pour amener la température, ou s'il fait trop froid, mais c'est le système de chauffage qui va être enclenché. Donc, dans ta vie, dans ta business, c'est un peu la même chose. Si au fond de toi, tu as réglé, même des fois inconsciemment, ton thermostat intérieur à un certain niveau de valeur, d'argent que tu es capable d'assumer ou de reconnaissance que tu es capable d'assumer, mais tu vas souvent revenir justement à ce niveau-là. Même si tu dis vouloir plus. Tu peux vouloir des clients, plus de clients premium, tu peux vouloir être mieux payé, tu peux vouloir jouer à un autre niveau, mais si ton thermostat intérieur est encore réglé trop bas, ben, ce qui va arriver, c'est que tu vas continuer à demander moins que ta valeur, à tolérer des situations trop petites pour toi, à parler de toi comme quelqu'un qui attend encore la permission. Donc le problème, c'est pas toujours justement ton talent, c'est parfois le niveau que ton esprit considère comme normal pour toi. Et je le répète, tu n'attires pas seulement ce que tu mérites, tu attires ce que tu es capable de soutenir. Et ça, c'est important parce que ça change beaucoup de choses, parce que si une partie de toi associe encore la visibilité à une exposition risquée, si une partie de toi associe encore euh, l'argent à une certaine forme de danger, le pouvoir à un risque d'être rejeté, l'ambition à la possibilité d'être isolé, ton autorité comme une menace que les autres vont percevoir, alors ben, ton système, il va justement freiner ton expansion. Même si dans ta tête, on pourrait dire consciemment, tu dis oui. Donc tu peux dire, je veux plus de clients, je veux être mieux payé, je veux jouer dans la cour des grands, mais si ton système intérieur entend plus de visibilité, c'est vraiment plus de risques. Ou plus d'argent, c'est plus de pression, plus de jugement, plus de risque de perdre tout l'effort que j'y ai mis. Alors, ton système, il va inconsciemment ralentir. Et c'est là que beaucoup confondent un problème justement de stratégie avec un problème de capacité intérieure à tenir le niveau désiré. Donc non, le positionnement que je dis premium, c'est pas juste un meilleur message, c'est aussi un, un meilleur toi, le contenant intérieur de tout ça. C'est une identité qui tient, justement, une posture qui tremble pas face à l'adversité, un système qui peut justement soutenir plus sans s'auto-saboter. C'est exactement là que, je pourrais dire, passe vraiment le passage de niveau, le casser justement les plafonds invisibles. Puis aussi, je veux insister sur un point. Euh, Mon but avec ce live, c'est pas pour te faire repartir en te disant, bon, ça y est, c'est foutu, tout ce que tu me parles, y a rien que je peux faire. Non, le message, c'est plutôt, OK, je comprends mieux maintenant pourquoi certaines choses se répètent dans ma vie. Puis maintenant, mais je peux commencer justement à les travailler au bon endroit. Parce que mettre un nom sur justement un plafond invisible, c'est pas le renforcer, c'est commencer justement à l'affaiblir. Donc tu manques peut-être pas justement de discipline, tu es peut-être juste plus fatigué intérieurement que tu ne le croyais. Tu manques peut-être, en fait, je suis certain, tu manques pas de vision. Tu portes peut-être encore des tensions, des peurs, des croyances qui rendent justement le prochain niveau que tu veux atteindre plus difficile à pleinement habiter, à incarner. Et ça ne fait pas de toi justement quelqu'un de faible. Ça fait juste de toi quelqu'un qui a besoin peut-être d'un diagnostic plus juste, plus proche de la vérité, plus proche, qui prend en considération le contexte
dans lequel tu vis en tant que personne noire, en tant que personne afrodescendante. Donc, à partir du moment où tu comprends que ton plafond n'est pas seulement stratégique, ben, il y a une autre possibilité justement qui s'ouvre, une possibilité qui est plus juste, qui est plus, oui, plus profonde et surtout, souvent, plus transformatrice. Cette possibilité, elle commence quand tu travailles justement ton identité, ta posture et tes systèmes. Parce que le vrai passage de niveau commence pas avec une tactique de plus, il commence avec la manière dont tu te vois, dont tu te comportes et dont tu structures ensuite ton monde autour de cette nouvelle version justement de toi. Quand l'identité, elle change, la posture se stabilise. Quand la posture se stabilise, mais le système que tu veux mettre en place, là, les stratégies, les marketing, tout ça, peut enfin grandir sans trembler. Puis c'est là que tout se joue. Quand tu règles ça, tu vends plus pour prouver, tu vends parce que tu sais. Tu communiques plus pour convaincre à tout prix, tu communiques depuis un endroit stable. Tu cours plus après une place, tu entres comme on disait, dans la pièce en sachant déjà pourquoi tu y es. Donc, à ce stade, la question, c'est peut-être plus dans quelle stratégie je dois ajouter, c'est qu'est-ce qui, en moi, continue encore à limiter ma capacité à recevoir, à assumer, à soutenir le niveau que moi je dis vouloir. Puis ça, c'est une question beaucoup plus profonde parce qu'elle demande moins de performance et plus de lucidité. Donc, si ce live résonne pour toi, ben, il y a de fortes chances que ce soit pas un hasard. C'est peut-être simplement que certaines choses se sont reconnues en toi. Et si aujourd'hui tu sens que justement ton prochain niveau demande plus qu'une meilleure stratégie, plus qu'un meilleur discours, plus qu'un meilleur packaging, alors ça vaut peut-être la peine qu'on en parle sérieusement. Une conversation justement pour clarifier, pour voir ce qui freine vraiment, puis pour reconstruire à partir d'un endroit qui est plus stable, plus aligné, plus juste. Donc, ton plafond n'est pas visible, mais il est réel. Et tant que tu essaies de le casser uniquement avec de la stratégie, mais que tu risques de continuer ben, à forcer beaucoup, là où tu devrais d'abord te réaligner. Parce qu'au fond, ton prochain niveau n'a pas seulement besoin de plus d'efforts, il a aussi besoin de plus de vérité. Donc, merci beaucoup pour votre présence à ce live. C'était Jean-Philippe Vézina pour une autre capsule Mindset Afro-Magnétique. Là-dessus, ben, je vous souhaite santé, bonheur et succès. À très bientôt.